Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité que vous allez découvrir dans quelques instants. Alors c'est un homme exceptionnel car vous êtes un journaliste, vous avez vécu entre autres les heures chaudes de la guerre froide au cœur des pays de l'Est où le correspondant des médias que vous étiez n'a jamais perdu le Nord, paradoxalement. Bonjour Michel Meyer. On a fait ce qu'il fallait et ça a fonctionné de temps en temps. Alors, vous avez publié un dictionnaire amoureux de l'Allemagne, dont on va parler dans quelques instants, mais le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer votre carrière à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 18 mai 1966. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? C'est un reportage sur Hermann Geiger à Saverne, le pilote des glaciers. Et c'est votre première intervention télé comme reporter, comme commentateur et comme auteur. Oui, dans un contexte tout à fait spécifique qui était les débuts en quelque sorte de la télévision régionale et de la radio régionale. Exactement. C'est-à-dire une époque très spécifique où on travaillait énormément avec un niveau de qualité qui était ce qu'il était au début, mais qui s'est amélioré par la suite et qui nous a permis d'inventer en quelque sorte des formats susceptibles d'intéresser des publics régionaux, parce que jusqu'à présent, tout était fait et assuré depuis Paris. Voilà. Et dans ce contexte-là, il y avait des gens comme Cavada, qui étaient dans l'espace, et on faisait à la fois de la radio et de la télévision, mais de façon intensive et peut-être un peu irresponsable, dans la mesure où on faisait des journaux parlés le matin, on faisait un reportage dans la journée et de temps à autre la présentation du journal télévisé le soir. Pour apprendre le métier, bien ou mal, qu'importe, je ne connais rien de plus terrible et de plus performant. Voilà. Alors, vous avez commencé dans les bureaux régionaux et ensuite est arrivé un générique que vous connaissez bien. Le générique de l'ORTF, car l'ORTF est né, et vous avez dirigé la délégation à Strasbourg. Vous avez fait des tas de reportages, mais dans tous les sens, tout était possible. C'était aussi bien la fête du vin que l'interview de Johnny Polyvalence. Ou de Nicoletta. Polyvalence. Il fallait être... Par exemple, on se distribuait les secteurs et les spécialités, parce que Strasbourg, c'était une ville intéressante, l'Alsace aussi, il y avait une agriculture, il y avait une recherche scientifique, etc. Et on passait d'une interview d'un professeur qui avait découvert des synapses en secret du cerveau, à l'agriculture et bien entendu aux arts, lettres et spectacles. Alors ce qui est étonnant, c'est que vous n'avez pas fait d'école de journalisme comme tout le monde fait aujourd'hui. Vous avez un CAP d'ajusteur, je crois, Michel Meyer. Oui, et des équivalences en philosophie qui font que autodidacte intégral, fier de l'être, et jusqu'à présent, reconnu pour tel, mais avec ce privilège incroyable que n'ont pas ceux qui ont été dans des écoles de journalisme, peut-être vraisemblablement des personnes qui ont été dans des filières longues, c'est que toute votre vie, vous avez appris à un moment donné, au début de votre vie, que, il fallait se faire en une semaine, voire 2 semaines, par rapport à une thématique complexe, par exemple, comme le désarmement Est-Ouest, ou je ne sais quelle thématique économique, vous avez la capacité de vous assimiler les contenus de 2 semestres universitaires d'étudiants normaux en une semaine. Ça, dans une carrière de journaliste, et vous le savez, en termes documentaires, ça vous arrive 100 fois, peut-être 200 fois. Eh bien ça, c'est tout à fait exceptionnel, parce que, en plus, vous avez le privilège d'accéder au meilleur des meilleurs dans la spécialité qui vous intéresse par rapport au sujet que vous avez à traiter. Ça, c'est un privilège incroyable. Oui, et surtout, vous faites des choses qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, c'est-à-dire que le premier reportage que vous commentez le 8 janvier 69, Michel Meyer, vous faites un commentaire lyrique et poétique sur des paysages enneigés. On ne peut pas imaginer ça aujourd'hui. Écoutez, le caméraman était tellement bon. Il avait fait de si belles images et les traces de gel ressemblaient tant à des fleurs que je me suis laissé aller et c'était possible de le faire en verre, à l'antenne, dans une improvisation relative, car tout ça, bien entendu, avait été écrit. J'ai regardé a posteriori
un peu bellement, assez bellement, pratiquement une demi-heure avant l'antenne. Oui, et remarquez, il faisait pire aux journaux télévisés quand au début, ils avaient des images qui étaient enregistrées dans une petite cabine, ils n'avaient même pas vu les sujets avant, et ils racontaient n'importe quoi comme commentaire, en inventant des noms, et ça passait très bien. Personne ne faisait de remarques. On ne s'est jamais permis cela, parce que la référence qui était la nôtre, tant bien que mal, c'était dans un contexte où c'était quand même le gaullisme audiovisuel, qui n'est pas critiquable dans le contexte de l'époque, car on n'avait pas affaire à un totalitarisme, mais enfin c'était le gaullisme audiovisuel. Et nous, on s'était pris dans ce coin d'Alsace que l'on pilotait depuis Strasbourg en termes médiatiques, on s'était pris de considérer que c'était le fact-checking et le news analysis qui était une référence fréquentable, anglo-saxonne, BBC, et on était dans ce trip. Et c'était avant que la troisième chaîne n'existe. La troisième chaîne, d'ailleurs, qui a mis 10 ans à exister, qui au départ devait être culturelle et est devenue une chaîne d'information. Et il a fallu quelques années pour que 50% du territoire soit affecté à la troisième chaîne. Voilà. Absolument. Enfin, ça a été le point de départ de votre carrière, qui a continué ensuite. On en parle avec une autre date très importante. Quelle exhaustivité sur le personnage. Oui. Oh, ben, c'est pas fini, croyez-moi. Une autre date, le 10 novembre 1989. À tout de suite sur Sud Radio avec Michel Meyer. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Michel Meyer. Il y a ce dictionnaire amoureux de l'Allemagne dont on va reparler tout à l'heure. Mais une date importante dans votre vie, c'est le 10 novembre 1989, car ce jour-là, on ne peut pas ouvrir une télévision, voir une chaîne sans tomber sur Michel Meyer. Et il y a une raison. Alors, effectivement, j'ai été correspondant en Allemagne très longtemps, 15 ans, et je n'étais plus à Berlin au moment où la chute du mur de Berlin survenait. Et bien entendu, à partir du moment où j'ai commencé à déclencher sur le sujet par rapport au mémoriel qui me concernait, par rapport au mur, puisque je l'ai traversé au moins une demi-douzaine de fois, voire une douzaine de fois, à plusieurs reprises, dans des contextes sensibles, où je m'occupais de prisonniers politiques, que j'étais un petit peu trop curieux. On était toujours trop curieux au niveau de la ligne de démarcation et du mur de Berlin. Bonne étant d'ailleurs dans le contexte... la ville de John le Carré, la petite ville en Allemagne de John le Carré. On était dans des conspirations, dans de l'espionnage, au grand pied, et c'était intéressant. Donc, j'ai tout fait pour être à Berlin dans la semaine qui a suivi, avec déjà un contrat d'un éditeur pour, en quelque sorte, raconter l'histoire secrète de la chute du mur de Berlin, et notamment de ce qui s'est passé avant. Parce que ce qui s'est passé avant est tout à fait important. Je peux développer si vous voulez, mais enfin, c'est essentiel. Mais il y a quelqu'un que vous avez rencontré et vous avez dit qu'il a fait la gaffe du siècle, c'est Günther Schabowski. Alors, Günther Schabowski, je le connaissais déjà avant, parce qu'il faisait partie de la première garniture du régime est-allemand. Et effectivement, ce monsieur qui s'est trouvé surpris par son patron, c'est-à-dire le numéro 1 de l'Allemagne de l'Est, par une espèce d'offre d'expliquer des mesures qui allaient être prises dans les mois suivants, a dit la bêtise qu'il ne fallait pas dire devant la presse internationale réunie à Berlin. Il leur a dit à ces journalistes que, bien entendu, l'ouverture du mur, c'était ab sofort unmittelbar. Et c'était une bêtise monumentale. Il était mal préparé. Il n'avait pas l'habitude de commercer avec des journalistes occidentaux. On était dans une espèce de processus de dégel d'un régime rigoureux au dernier moment. Donc, il y a eu cette bêtise monumentale qui a fait que les populations se sont mobilisées, que les gardes-frontières à certains endroits ont laissé filer pour ne pas avoir des gens qui s'oppressent mutuellement et se tuent littéralement. Et bien entendu, le mur est tombé par inadvertance dans ce contexte-là. Hein, et vous racontez que Günther Schabowski... Mais il fallait comprendre pourquoi, ce qui s'était passé avant, et c'est ça qui m'a intéressé, et le livre est sorti chez Odile Jacob. Oui, qui a fait un tabac. Alors, il faut savoir que Günther Schabowski, vous avez dit qu'il s'est reconverti dans un journal local qu'il a créé, loin de toutes les rumeurs, et loin de tous ces gens qui n'avaient rien compris non plus. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, sur eBay dans le monde, on trouve encore des morceaux du mur de Berlin achetés. Je
pas si vous le savez, comme il a fallu quelques mois. Vrai ou faux, parce que très vite, c'est devenu un commerce. Les seuls morceaux de mur authentiques se trouvent vraisemblablement, il doit y en avoir un petit morceau dans une cave de Radio France où nous sommes. Et bien entendu, également, alors là, il y a un gros morceau de mur et il est authentique, c'est à l'entrée de la CIA. Je vous précise, Michel Meyer, qu'on n'est pas à Radio France, mais à Sud Radio, qui est juste à côté de Radio France à Paris. Ah oui, c'est pour ça que je l'ai dit comme ça, mais dans le même temps, climatiquement, ça se vaut, et c'est une équivalence honorable pour les deux, y compris pour Radio France. Voilà. Alors, il y a quelqu'un aussi qui a beaucoup compté dans la chute du mur de Berlin, c'est un musicien très connu. David Bowie avec Heroes, et ça aussi c'est très important dans la chute du mur de Berlin. C'est très important dans la chute et émouvant dans la mesure où plusieurs mois avant la chute du mur de Berlin, David Bowie a donné un concert à Berlin-Ouest où il avait vécu à une certaine époque, il parlait d'ailleurs couramment l'allemand, et à ce concert, bien entendu, il y avait foule à l'Est, mais il y avait également foule il y avait foule à l'ouest, mais oui, les organisateurs avaient tout fait ce qu'il fallait, etc., et puis c'était payant. À l'est, c'était pas payant, parce qu'il y avait une foule de fans de David Bowie qui étaient de l'autre côté et qui étaient ennuyés par les agents et les types de mauvais augure de la Stasi, c'est-à-dire de la police politique est-allemande. Alors, c'était absolument émouvant, et la chanson qu'il chantait, j'ai pu Heroes, est tout à fait adaptée à la situation, très émouvant. Très émouvant. Il faut savoir que votre amour de l'Allemagne, et vous le racontez souvent, Michel Meyer, il est dû à 10 ans. Votre père, vous êtes né dans les Vosges, vous emmène dans un camp de concentration de Sturow, voir ce lieu qui a été un lieu 10 ans plus tôt. Alors, amour de l'Allemagne, c'est pas le début. Hein. C'est pas le début, parce qu'en Alsace, autant qu'ailleurs, l'Allemagne, c'est peut-être Goethe, mais c'est également Auschwitz. Et c'est notamment le Struthof, c'est-à-dire ce camp qui existait en France. Et j'ai découvert que, comme mon père, les pères des gamins de cette vallée vosgienne où je suis né emmenaient leurs enfants pour bien comprendre ce qu'était la barbarie, etc., etc. C'était une démarche quasiment pédagogique. Et là, je dois dire, enfant et plus tard encore, mon regard sur l'Allemagne était un regard essentialiste, vraisemblablement injuste dans la mesure où être essentialiste, c'est considérer que les gens dont on parle ont un grain qui décline chez eux une propension au sadisme, à la violence et à l'occupation. Ça, c'était les Allemands. C'est une attitude essentialiste. Il y en a encore beaucoup qui raisonnent comme ça et qui ressentent les choses comme ça. Ce n'est plus mon cas, dans la mesure où je considère, de façon rationnelle, de façon réfléchie, que les Allemands, la géographie nous a mis à côté d'eux. Et j'ai toujours en tête la remarque de Simone Weil qui nous disait que, en sortant des camps, que doit-on faire des Allemands ? Ou on les tue, ou on fait l'Europe avec eux. Il n'y a pas d'autre choix. Et c'est parce qu'il n'y a pas d'autre choix, dans l'écho de cette voix, que je suis maintenant beaucoup plus déterminé en termes de rationalité pour regarder l'Allemagne en lui donnant quelques chances, aussi compliquées que ça puisse être, dans un contexte, il faut le dire, où les monstres, j'allais dire les salopards, qui ont fait Auschwitz, qui ont gazé, etc. Tous ces gens-là sont des centenaires, et souvent des post-centenaires. Et bien entendu, maintenant, la grande question, ce ne sont plus les criminels qui ont disparu de la société allemande, mais leurs fils, leurs petits-fils. Et eux, leur problème, c'est qu'ils ne sont pas coupables. Ils ne sont coupables de rien. Ils sont comme nous, en termes historiques, pour nos histoires françaises, dans une situation de dette historique. Ça n'a rien à voir. Et bien entendu, parler de la Shoah ou ne pas parler de la Shoah, c'est pas aux Allemands de décider. C'est aux victimes de le décider. À partir du moment où on est sur ce registre-là, il n'y a aucun problème et
doit être souhaité pour que cela fonctionne entre Français et Allemands. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que votre amour de l'Allemagne est tel que vous êtes devenu correspondant, vous vous êtes fait des amis parmi les plus grands, et Willy Brandt même vous a demandé de traduire ses mémoires. C'est assez étonnant qu'il demande ça à un journaliste, Michel Meyer. Oui, parce qu'il y a eu avec Willy Brandt une vraie relation d'amitié, facilitée par sa deuxième épouse, qui était une francophile, une historienne. Il vivait dans les Cévennes, je crois, de temps en temps. Et bien entendu, je vois que vous avez bien lu le livre, à partir d'un certain moment, il a quitté l'espace germanique, il a quitté le climat germanique, en quelque sorte, pour venir dans la douce France, dans ce sud européen français, que Goethe admirait, parce qu'il y a toujours eu un tropisme vers le sud des Allemands, et notamment des intellectuels allemands, des grands créateurs intellectuels allemands, et il vivait, il était le champion du gigot, il avait ses herbes dans le jardinet qui était à côté de sa maison de campagne, et je me suis plu à y être une ou deux fois, vous voyez. Il y a une autre anecdote sur un chancelier allemand, Adenauer, qui rencontre De Gaulle, et un jour De Gaulle lui dit, vous savez, il y a une émission à la télévision en France qui est formidable, on pourrait faire la version avec l'Allemagne pour l'Europe, c'était Interville, et grâce à ce rendez-vous entre De Gaulle et Adenauer, est né Jeux sans frontières de Guy Lux quelques mois plus tard. Je l'apprends, voilà. On ne sait pas tout. Alors, il y a aussi quelqu'un que vous avez rencontré à l'aéroport un jour, c'est une rencontre étonnante, c'est Karl Lagerfeld, Michel Meyer. Alors, un jour à Roissy. Rétrospectivement, c'est émouvant pour moi, parce que à l'époque, il était habillé comme un... Allez, il avait l'air d'un pecno, hein. Il avait des vêtements un peu étriqués, il avait un certain embonpoint, etc. Et très gentil, très affable. Il n'était pas encore l'homme qui tirait au réflexe sur tout ce qui bougeait et qui était un peu imbécile. Il n'en était pas encore là, ce qu'il est, ou ce qu'il a été de façon géniale. Hein. D'ailleurs, il a une répartie incroyable. Oui, il ne l'avait pas, mais il était très gentil. Oui, il a dit qu'il voulait être caricaturiste et il est devenu une caricature. Absolument, absolument. Et donc, votre rencontre, ça s'est passé comment, Michel Meyer ? Dans cet aéroport. Non, j'étais à l'antenne 2 fois par semaine. À l'époque, l'Allemagne était à l'antenne en France, en termes d'actualité, 2 fois par semaine. Donc, il m'a reconnu. Et il a eu une espèce de réaction de fan, parce qu'il était encore... ce n'était pas encore le Lagerfeld star et monumental, etc. Et je l'ai trouvé très, très humble, très curieux, très affable. Nous avons échangé quelques banalités, vraisemblablement, mais je retiens la gentillesse. Je retiens la gentillesse qui contraste avec l'acidité qu'il a pu avoir plus tard, et plus tard encore que plus tard. Alors, finalement, vous avez rencontré les plus grands, y compris Helmut Schmidt, que vous avez rencontré dans un avion au moment où Valéry Giscard d'Estaing a perdu l'élection présidentielle. Ça, c'est un souvenir aussi très, très important pour vous, Michel. Oui, alors, c'est même mieux que cela. Schmidt avait l'habitude d'inviter des journalistes étrangers avec les Allemands lorsqu'ils avaient un voyage officiel, je ne sais où dans le monde. Et là, c'était à Washington. Et à Washington, il a appris, Giscard avait déjà perdu, il a appris que Mitterrand souhaitait le voir pour discuter monnaie. On était le vendredi, et il s'agissait de savoir si le lundi, les bourses allaient s'effondrer, dans la mesure où l'indication sur la chute du franc allait être décidée. Eh bien, ce qui m'est arrivé là est tout à fait intéressant, parce que lorsque nous avons atterri avec l'avion de Schmitt à Orly, c'était à Orly, j'ai entendu dans l'avion des types, 3 types qui disaient « Wo ist Herr Meyer, où est Monsieur Meyer ?» etc. C'était Bérégovoy qui était secrétaire général de l'Élysée. Il avait oublié d'emmener un interprète. Et on m'a demandé d'interpréter dans la voiture qui conduisait Schmitt et Bérégovoy, parce que Mitterrand n'était pas encore disponible, bien entendu, il ne le serait que le lendemain matin. Eh bien, Bérégovoy avait donc oublié
l'interprète, et j'ai traduit des grandes banalités jusqu'à l'hôtel Bristol, vous voyez. Voilà. Ça mène à tout le journalisme. Ah bah la preuve même à la rédaction d'un dictionnaire amoureux de l'Allemagne dont on va parler dans quelques instants avec Michel Meyer sur Sud Radio. Sudrac P6. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Michel Meyer. Donc, le journaliste correspondant de l'Allemagne a fait ce dictionnaire amoureux de l'Allemagne qui est sorti chez Plon, qui est un livre absolument volumineux. Je crois que c'est 2 ans de travail, il y a plus de 800 pages, près de 850 pages. Et c'est un dictionnaire personnel et résolument subjectif, Michel Meyer. Oui, parce que c'est la loi de la formule et de la collection, bien entendu. Et c'est une liberté totale. Pourquoi ? Parce que je le dis dans mon avant-propos, pour expliquer les motifs et les raisons pour lesquelles je l'ai fait dans un certain esprit. Lorsque l'on fait du journalisme, et j'ai toujours pratiqué le métier de cette manière, on est fact-checking, news analysis à l'anglo-saxonne. J'ai pris cette référence et je l'ai gardée. Ça veut dire quoi en français ? Ça veut dire le respect des faits, oui. La vérification des faits, et bien entendu une indépendance, une distance, et puis l'ego des journalistes, ça n'intéresse personne, et cette subjectivité politique, parce qu'elle n'est que politique, ne doit concerner personne et ennuyer personne. Ça c'est le métier tel que je l'ai pratiqué, et bien entendu la subjectivité dont je parle, c'est par rapport à des personnages littéraires, c'est par rapport à des phénomènes de société, mais pas par rapport à des phénomènes politiques qui sont d'une fugacité dérisoire. Voilà. Alors... Donc ça ne m'a jamais intéressé. Et je le dis pour cela, c'est pour ça que soyez subjectifs et ayez le droit de libérer votre folle du logis. C'est Jean-Claude Simouel, le directeur de collection, qui m'a parlé de ça. Ça m'a convenu. Tout à fait. Dans ce livre, vous parlez aussi des Allemands, des rapports des Allemands et des Français. Les Allemands, quelquefois, ils se dénigrent et ils parlent de nous avec beaucoup de fierté, mais en disant qu'on est un peu compliqué sur le côté administratif. Alors, bon, ils nous trouvent un peu pointilleux sur la façon dont l'État français fonctionne, mais c'est un État central, et lui, les Allemands se préfèrent dans leur État fédéral avec les Länder, qui fait que c'est un système plus souple. Alors pourquoi est-il plus souple ? En une phrase, il est plus souple parce qu'en 1945, on les a fait voler en éclats pour qu'ils ne nous remontent pas au visage de façon offensive ou agressive, de manière unifiée, comme c'était le cas avec Hitler, qui a fait son Troisième Reich. Vous voyez, c'est ça qu'ils veulent dire. Dans le même temps, malgré le renouvellement des générations, un Allemand a toujours, dans son dos ou dans son esprit, ce que je vais répéter, notre pays, ce n'est pas seulement Goethe, ce n'est pas seulement des grands scientifiques, ce n'est pas seulement des grands philosophes, ce n'est même pas seulement Einstein, qui est allemand, ne l'oublions pas. Oui, d'ailleurs, les Allemands ne pensaient même pas qu'il était allemand. Tout à fait. Oui. C'est également Auschwitz. Et cette ombre-là reste. Nous sommes d'accord. On y revient une deuxième fois. Et les Allemands ont la première tentation, c'est de s'auto-diffamer. Pas diffamer, puisque quelque part c'est justifié, mais c'est de s'auto-dénigrer pour anticiper un dénigrement qui peut venir. C'est moins vrai qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, mais c'est toujours ça. Nous sommes d'accord, mais il y a dans ce dictionnaire des tas d'entrées, je vois qu'on en parle de quelques-unes. On y va. D'abord, la coccinelle. La coccinelle, c'est quand même étonnant, parce que la coccinelle, vous en parlez, c'est une voiture qui a été voulue par Hitler, et c'est les Américains qui ont fait sans succès. C'est assez étonnant. Absolument. Et pour vous, c'est... Vous l'avez dit, je le laisse comme ça, c'est comme ça. Alors vous évoquez aussi le pays, la nourriture allemande, qui est très particulière. Il y a la saucisse, la bière, enfin, c'est très... Oui. Et les Allemands, déjà, dînent à 5 heures. Absolument. Ça, ce sont des habitudes. Ils dînent à 5 heures ou un tout petit peu plus tard, avec bien entendu du thé, de la bière et bien entendu des charcuteries. Et c'est très copieux. Et le soir se passe comme ça. Ils mangent très peu à midi parce qu'il faut travailler et que la pause, c'est une demi-heure à peine. Et bien entendu, pour que ça soit rapide de temps en temps, ils se servent ce qu'on appelle un Eintopf, c'est-à-dire une espèce de grosse soupe épaisse avec des morceaux de viande et des légumes. C'est pas mauvais. Oui, et Schmitt aimait beaucoup ça, mais de façon plus pratique, dans la mesure où il préférait avoir un Eintopf, comme on dit,
parce qu'il prenait la cuillère de la main droite et il pouvait feuilleter ses dossiers de la main gauche. Et vous dites aussi qu'un homme politique a des voix assurées lorsqu'on le voit avec une barquette pleine de saucisses à la main. Alors, un chancelier a souhaité faire ça. Il a eu des ennuis avec sa femme parce qu'elle a fini par lui dire qu'il avait l'air d'un plouc. C'est Schröder. Schröder croyait qu'il allait faire peuple en mangeant ce qu'on appelle des currywurst dans des petites boîtes en carton-pâte et puis bientôt en plastique. Eh bien, sa femme l'a démenti. Alors, à mon avis, est-ce qu'il en a pris en bras? Ils ont très vite divorcé après. Alors, vous parlez aussi de la bière, qui est une institution. Oui. Il y a des jardins de bière et il y a la fête de la bière à laquelle vous avez assisté. Monstrueuse. Je crois qu'il y a 5000 marques différentes. Absolument. La bière est fabriquée un peu partout en Allemagne, dans des conditions extrêmement strictes. Il n'y a aucune manipulation, il n'y a aucune chimie en fonction d'une loi de pureté de la bière qui existe depuis le Moyen-Âge et qui ne va pas disparaître. Ce qui fait que la bière allemande n'est pas traficotée, il n'y a pas de produits chimiques, mais elle est très diverse. Et les meilleurs sont au nombre de 6 ou 8, je les connais par cœur. Les autres, je ne veux pas dire qu'on peut oublier, mais je n'en bois pas trop. Voilà. Et alors, il y a une idée reçue, c'est que le pain français est le meilleur. Et vous dites qu'en Allemagne, il y a un pain aux céréales qui est exceptionnel, Michel. La France est le pays des fromages. Il y en a plus de 300, etc. Ce sont les pains qui en Allemagne sont plus de 300. Et il y en a dans des variétés tout à fait différentes parce que là joue la variété régionale de l'Allemagne, très typée, qui fait qu'il y a des cultures céréalières plutôt pauvres. Il y a beaucoup plus d'orge et de céréales mineures que, donc pour la bière et puis bien entendu pour le pain, qu'en France, ou bien entendu dans la Beauce, dans les grandes étendues françaises. Ce sont des céréales nobles. Et bien entendu, on a plus de pain blanc en France qu'en Allemagne, parce qu'il y a moins de céréales nobles en Allemagne. Et puis, alors, vous tuez une idée reçue que la musique nous a donnée depuis des siècles. Voilà. Le Baudin du Bleu, qui n'est pas bleu, et vous le dites dans le livre, Michel. Bien sûr. Ça, c'est une légende. Bien entendu, dans la mesure où il prend sa source dans la forêt noire, dans des espaces de la forêt noire, et il est très gris la plupart du temps, et encore plus gris et même noir lorsqu'il arrive sur les contrées de l'Est avant de se perdre plus bas. Et ce Baudin du Bleu, au départ, c'était une commande qu'on avait faite à Johann Strauss II pour l'exposition universelle de 1867. Oui, exact. Et il avait fait quelques concerts, et puis il ne pensait pas que ça deviendrait un classique. Absolument, surtout joué. Ce succès, il a contaminé en quelque sorte l'Allemagne. Et c'est la vague de notoriété venue de France, donc de Paris, qui a allumé en quelque sorte l'Allemagne et les a fait en quelque sorte adopter ce best-seller mondial à l'heure actuelle. On l'apprend dans les écoles. Dans votre dictionnaire amoureux de l'Allemagne, donc qui est paru chez Plon, vous évoquez aussi Jean-Sébastien Bach. Oui. Je n'avais pas mesuré, mais je ne vais pas parler de la maison d'à côté, je n'avais pas mesuré, sans l'érudition d'amis musiciens et chefs d'orchestre de la maison voisine et des grands orchestres français, l'immensité de Bach, en partant, et c'est ça le contraste, en fait, d'une entreprise familiale. Père, frère, femme, sœur, etc. Tout le monde y était, et les réunions annuelles de la famille, qui était devenue richissime, qui avait ses entrées à la cour du roi de Prusse, avait lieu dans un restaurant qui leur appartenait à moitié et qui était une vraie bombance. Ils faisaient bombance une fois par an de façon absolument simple, sans façon. Alors que j'avoue que partant de la magnificence de la musique de Bach, je m'imaginais que ils vivaient dans des châteaux, c'était des gens hyper distingués. Non, la simplicité, une vie rudimentaire, mais dès qu'il touchait un instrument, dès qu'il se mettait
à dessiner de la musique, on était dans un ailleurs. Il faut savoir aussi qu'il a été victime, bien avant qu'on en parle, du harcèlement scolaire, Jean-Sébastien Bach, à tel point qu'à cause des élèves brutalisés, des bandes et des actes sadiques, pendant les 3 premières années de sa scolarité, il a été absent pendant 258 jours. Absolument, ce qui ne l'a pas empêché d'avoir les rudiments d'une capacité à écrire, etc. Mais ce qu'il écrivait le mieux, c'est quand même la musique. À propos de musique, il y a une chose étonnante, vous évoquez les Beatles parce qu'ils ont débuté en Allemagne. Les Beatles n'existent pas. Sans Hambourg, le quartier des prostituées, les macros, oui. Et les macros qui recrutaient des musiciens pour animer leur boîte de nuit. Il n'y avait pas encore de striptease, mais c'était de la musique. Ils logeaient à côté d'un cinéma X à l'époque, les Beatles. Cinéma X, où arrivaient les exhalaisons de toilettes très proches. Et leur coupe de cheveux, c'est aussi un Allemand qui les a trouvés. Bien entendu, un Allemand qui a commencé à arborer cette coiffure parce que sa femme le lui demandait ou sa maîtresse le lui demandait, et c'est la maîtresse de ce monsieur qui les a éduqués à cela, quitte à ce que d'ailleurs les Beatles adoptent les pattes d'Ef, c'est-à-dire le pantalon pattes d'éléphant, à Paris. J'ai oublié le nom de celui qui les a rencontrés pour leur raconter ça. Voilà. À moins que vous l'ayez retenu. Je sais que Klaus Voormann est l'homme qui coupait les cheveux. Tout à fait. Et à Paris, ils ont rencontré beaucoup de gens. Et quand ils sont arrivés, ils n'avaient aucun succès. Ils sont repartis pratiquement inconnus. C'est à New York qu'ils ont ils ont vraiment eu du succès ensuite. Absolument. Alors, dans ce dictionnaire amoureux, vous évoquez aussi les stars allemandes comme Karajan, qui au départ fabriquait des moteurs à explosion avant d'être musicien. Il faisait partie d'une famille qui avait des accointances dans ce monde-là, car il était d'origine autrichienne, bien entendu, et c'est dans ce contexte précis qu'il a tenté sa chance à Munich et qu'il a trouvé la prospérité musicale qu'on lui connaît, grâce, bien entendu, à des grands maîtres allemands de Berlin. Et il y a quelqu'un aussi qui parle de Wagner, mais pas en termes très gentils, et vous le dites, c'est Woody Allen, il dit quand il entend du Wagner, il a envie d'envahir la Pologne. Ça me coupe le souffle en l'entendant après l'avoir écrit. Oui, non, c'est vrai. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai bien que sûr, Wagner est une star, mais ne fait pas l'unanimité. Il ne fait pas l'unanimité parce que sa vie est très spécifique, son idéologie est très spécifique, sa querelle avec Nietzsche est encore plus spécifique, et ces deux monstres sacrés ont tout fait pour que leur réputation respective reste ce qu'elle est aujourd'hui, paradoxale et infréquentable. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est la ponctualité des Allemands, qu'on ne respecte pas souvent en France, et vous en parlez longuement, Michel Meyer. Longuement, oui, parce que j'ai 2 occurrences là-dessus, parce que cette donnée, elle est fondamentale. Elle est fondamentale car elle est en résonance avec une autre rigueur qui est celle des sons, celle, disons, de la musique, mais également ponctualité, ça veut dire capacité de livrer à temps ou une prestation ou un produit. Dans un contexte allemand, il faut savoir que tout cela est très sérieux et très précis et très ennuyeux, y compris en termes de ponctualité. Pourquoi ? Parce que les Allemands sont nés, Montesquieu l'a dit, dans un milieu pré-glacial très austère. Ça veut dire que vous êtes obligé d'être ponctuel, d'avoir inventé l'économie, d'avoir créé les greniers et les caves pour avoir la capacité d'économiser votre seule récolte par an, alors que nous, dans le sud, ou pas trop dans le sud, on peut jouer avec le soleil, et on peut avoir 4 cueillettes par an. C'est ça la différence, et ça explique la ponctualité. Voilà, la ponctualité, c'est celle aussi de Sud Radio. Je rappelle que ce dictionnaire amoureux de l'Allemagne de Michel Meyer est sorti chez Plon. Merci d'en avoir si bien parlé dans les Clés d'une vie avec une telle passion. Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaie, et nous on se retrouve demain, bien sûr, pour d'autres Clés d'une vie. Bonne journée, merci, à demain.